soi-disant je mets en jeu dans ma démarche thérapeutique, quelles sont les connaissances auxquelles je peux avoir confiance, quelles sont Oui, celles auxquelles j'ai décidé de croire, comme je pourrais croire à une religion ou à un je truc suis d'accord avec métaphysique. toi, Et sauf c'est que j'ai l'impression qu'on substitue à tout ça quelque chose qui s'appelle la vérité logique. Donc pour moi, on substitue à des croyances une autre croyance. Et je ne vois toujours pas le rapport entre les tables de vérité et un patient. La J'ai table vraiment de vérité, c'est seulement un outil. C'est un outil qui est issu de la logique, et cet outil, il permet je vois pas le de rapport entre un patient et la méthode empirique qu'on voit. Monsieur Vautier est revenu, moi j'avais une question. Ouais, excusez-moi, je suis tombé en panne de. Comme j'utilise un réseau, le réseau le front de mon téléphone, je n'avais pas branché. Je chope au vol, là, j'ai relancé l'enregistrement. J'espère que j'aurai 2 fichiers à convertir. Enfin, j'espère que ça ne va pas avoir mis le bazar sur l'enregistrement. Mais juste, vous voyez, euh, bien sûr, le truc de. Sur la relation entre vérité et croyance, c'est très, très, très subtil et intéressant parce que la vérité logique repose sur une convention, laquelle convention est un pari culturel, intersubjectif. Et donc, le problème, euh, c'est pas d'éliminer la croyance. Le problème, c'est parce qu'elle n'est pas éliminable. Le problème, c'est comment on est responsable des croyances que nous choisissons. Et quand on est dans la vérité de la science, on a adopté comme croyance qu'une phrase, elle était par définition vraie ou fausse, qu'elle ne pouvait pas être vraie et fausse, et que connaître cette vérité, on était chacun dans un rapport épistémique ou encore subjectif à la vérité de ces phrases, que du coup, au final, on avait zéro garantie, vous voyez, de la vérité, d'une sorte de vérité hypostasiée, quoi, c'est-à-dire une vérité qui serait une essence objective en tant que telle. Il n'y a pas cette idée-là, la vérité scientifique n'est pas une essentialisation de la vérité, mais c'est une vérité, la vérité scientifique, qui permet de substituer au meurtre de celui qui n'est pas d'accord avec nous, le meurtre de sa croyance. Grâce à un jeu où on examine la vérité d'un discours et où on peut être amené à dire bah ouais, finalement, étant donné que j'ai choisi de croire A et B et C, eh ben, je ne peux pas croire que D. Parce que, étant donné que les relations logiques qui relient toutes ces phrases et auxquelles je crois aussi, ben, il m'est pas possible de dire, par exemple, si vous avez décidé de croire la phrase P, ben, si vous acceptez la convention logique, vous vous interdisez d'accepter la phrase non P. Et si vous oubliez la règle dans une discussion scientifique, il y a quelqu'un qui peut vous rappeler, ah ouais, mais attends, ta position, c'est de dire que P. Tel jour, tu as dit et tu étais d'accord pour dire que P. Donc aujourd'hui, tu dis non P, alors tu as un problème. Il y a quelqu'un qui peut le rappeler. Et on peut dire, ah bah ouais, effectivement. Du coup, pour finir, hein, c'est pas d'éradiquer les croyances. Et évidemment, l'objection vient, bah ouais, les croyances, on sera toujours dans nos croyances. C'est d'en être responsable. Et comme disait quelqu'un tout à l'heure, avant que je n'intervienne, on peut avoir une politique, une éthique de légèreté, c'est-à-dire d'avoir le moins de croyances possible. Ça, c'est une éthique de la sobriété, quoi. Et du coup, d'être tolérant à l'incertitude, à l'ignorance. La psychologie, je crois que c'est une science qui peut apporter beaucoup dans le contexte culturel actuel, en valorisant l'ignorance objective dans laquelle on se trouve. Scientifiquement parlant, on peut affirmer qu'on ne sait pas telle et telle et telle et telle chose concernant telle et telle personne. Et d'affirmer ça dans le champ culturel, c'est pour moi une ouverture à la sagesse, par opposition à un discours qui recouvre tout, qui recouvre toute l'ignorance et qui remplace l'ignorance par un fantasme
lequel fantasme n'a pas de sagesse au final, hein, parce que le fantasme transhumaniste qui dirige aujourd'hui l'idéologie mondiale, pour autant que je le perçoive, n'est pas un fantasme de sagesse. L'immortalité, elle n'est pas pour tout le monde, hein. Donc, ouais, voilà. Enfin, je voulais juste rebondir sur. C'est cool, en fait, quand vous discutez entre vous, c'est très riche. Et donc, ouais, je vous invite, hein, si vous avez envie qu'on s'organise une espèce de café philo un soir, où moi j'aurais plus le rôle d'un animateur et pas forcément, vous voyez, le prof là qui. Ben, moi, je veux bien, hein. On se cale une date, Moi aussi, je veux bien. du coup. C'est une bonne idée, ouais. Parce qu'il faut qu'on cale par rapport à nos révisions. Donc, si vous avez un créneau, on pourrait peut-être voir ça tout de suite. C'est vous qui êtes plus chargé que moi. Vous pouvez organiser ça en partant du forum et puis vous me proposez une date ou deux et puis c'est bon. D'accord. Juste pour mettre de l'humour le 24 au soir. C'est les enfants qui vont pas être contents. Déjà qu'on n'est pas trop là, ils vont pas. Moi, mes enfants, ils vont pas être contents si on fait ça. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir, Cam. Non, bah, après, c'était pas essentiel non plus. Voilà. Non, moi, ma question, c'était, bon, j'ai pas été là la majeure partie du cours, alors j'espère pas dire de bêtises ou vous faire dire des redondances. Vous déployez tout à l'heure le manque de lien dans ce tuyau entre l'épistémologie et la démarche d'intervention. Et effectivement, moi aussi. Et du coup, je comprends bien, de par votre pensée épistémologique, que ça peut être difficile de faire effectivement un pont avec l'intervention. Mais est-ce que vous auriez un exemple d'un fait psychologique ou d'un état de la pensée d'un courant psychologique qui pourrait se rapprocher? Après, ça dépend de quelle posture épistémologique que vous parliez de la démarche scientifique ou de la démarche, comment vous l'appelez, je ne sais plus à l'instant. Bon, voilà, quelque chose qui pourrait nous faire un pont, qui m'aiderait à comprendre. Voilà. Je peux faire une proposition sur le sujet? Pardon? Je peux faire une proposition sur le sujet? Moi, j'en ai pas. La non-directivité, qui est une des choses qu'on met en général dans les entretiens, dans l'alliance thérapeutique, et donc dans les pratiques d'intervention. Et pour moi, cette non-directivité, elle a des bases épistémologiques fortes sur lesquelles on a discuté tout à l'heure, à savoir le fait que seul le patient est légitime pour parler de son ressenti, par exemple. Et pour moi, je fais le lien entre les deux, c'est-à-dire que c'est la reconnaissance de cette légitimité-là uniquement chez le patient qui m'inciterait à ne pas être directif, justement. Là, tu me parles dans l'approche clinique auprès d'un patient. Moi, je le pensais plus en termes de vérité, de fait que par l'expérience du mode d'intervention, on puisse avoir peut-être un des éléments dans toute sa psychologie qui est hyper vaste, qui nous ferait dire, ah ben oui, là la démarche logique, hypothèse déductive, etc., dont parle M. Vautier dans l'épistémologie, ben oui, peut-être que là, on peut se rapprocher d'une vérité. Voilà, même si effectivement dans les postures éthiques, tout ça, j'entends très bien ce que tu dis. Je pensais plus en termes de recherche, tout ça. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée d'exemple, c'est que si vous faites passer un test de performance intellectuelle à quelqu'un et il a un score bon à très bon, bah, vous pouvez en déduire qu'il a la capacité d'avoir des bonnes réponses à ce test. Si vous avez quelqu'un qui a des scores pas très bons, vous ne pouvez pas en déduire qu'il est incapable d'avoir des bonnes réponses à ce test. Par exemple, là, on peut utiliser le raisonnement hypothético-déductif pour dire qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, étant donné des observations. Oui, sans extrapoler sur une mesure de quelque chose. Ouais. Si vous avez quelqu'un qui a un score d'anxiété faible, vous pouvez dire donc il n'a pas beaucoup de réponses qui expriment de l'anxiété.
étant donné le questionnaire. Ouais, ça amène de la nuance beaucoup. Ouais. Et du coup, vous pouvez, comment dire, le régime de la vérité dans le discours de la psychologie, pour moi, il n'est pas problématique. Ce qui est plus problématique, c'est quand on a une démarche impérialiste. C'est quand ce discours, il est impérialiste. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas, il cherche à devenir tout puissant. Quand il y a une espèce comme ça d'hypertrophie de la volonté de savoir qu'on impose à l'autre. Et c'est typique de la société occidentale, hein, qui quand même s'est construite grâce à la colonisation. Aux États-Unis, Oui, on enfin l'a aux dans les États-Unis, cours, ça. par exemple, en Amérique, notre société, notre civilisation s'est installée aux États-Unis en massacrant tous les occupants, quasiment tous les occupants qui s'y trouvaient, quoi. Enfin, vous avez quand même quelque chose, pour moi, on est les héritiers, au final, si vous voulez, plus grands. Si je veux essayer je vois l'heure qui avance un petit peu, si je veux essayer de donner une perspective un peu, comment dire, qui rejoint peut-être quelque chose qu'on pourrait appeler le sens de l'histoire. Je ne suis pas historien, je ne suis pas du tout marxiste, matérialiste, historique, ou je ne sais pas quoi, là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, tout ça, mais l'histoire, quand même, ça existe. On a un héritage d'extrême violence dans notre société occidentale. Et nous-mêmes, en tant que héritiers de nos ancêtres, hein, et qui ont eux-mêmes été les héritiers, il y a peut-être, on arrive dans un tournant où l'arrogance qui marche avec la science, hein, enfin, pas en tant que, la science n'est pas intrinsèquement arrogante, mais cette alliance d'impérialisme et de science et d'efficacité scientifique qui a eu lieu dans l'histoire, il y a des choses à réparer, quoi. On a des choses à réparer. Et c'est d'autant plus difficile qu'on n'en est pas conscient. Mais fondamentalement, le rapport à l'autre, pour moi, c'est un rapport éventuellement où on est engagé dans le pardon. Il y a un enjeu de pardon implicite. Parce qu'il y a eu des tas et des tas et des couches d'injustice, et que cette injustice, elle n'a pas été reconnue, elle n'a pas été expliquée. On parlait de Rogers, la non-directivité, oui, tout ça, moi j'adhère, mais pour moi, il y a plus que ça. Il y a l'engagement, il y a un engagement spirituel à l'autre que la psychologie rogerienne ou la psychanalyse, qui sont quand même des traditions, j'aurais tendance à dire positivistes. Le positivisme, le positivisme, c'est une manifestation du désir de négation du sacré. C'est l'immanence contre la transcendance. Et je pense qu'en psychothérapie aujourd'hui, il y a est-ce qu'on évolue vers la reconnaissance de plein pied de la spiritualité, avec évidemment tout ce que ça comporte de warning, attention, il y a les gourous, il y a le New Age, il y a tout le business New Age, le développement personnel, etc. Mais comment la psychologie peut-elle ignorer tout ça, quoi? Vous voyez, il me semble que le psychologue, c'est un observateur. Le psychologue, il n'est pas obligé de renier sa science. Il est non seulement, il vaut mieux pas qu'il la renie, parce que sinon, c'est la possibilité de jeter la vérité tout court. Enfin, en tout cas, en jetant la vérité scientifique, c'est de jeter la vérité tout court. Et que du coup, pour moi, c'est apprendre à être un humain, d'abord, devenir psychologue. On est, en tant que psychologue, peut-être un pas en avant de tout le monde, parce que par profession, par direction, par affinité intellectuelle, on est face à cette muraille de c'est quoi l'humanité.
qu'on veut défendre. Et donc, c'est une position de philosophie, quoi, au départ. Monsieur, moi j'ai une question en fait. Je vais pas mettre de vous couper, pardon. J'avais Mais fini. moi, je sais pas, quel mot employer, mais je vais pas dire ce qui me dérange, mais ce qui me change, mais ce qui m'interpelle depuis pas mal de temps déjà, à titre personnel, c'est l'absence de l'importance de la santé mentale en fait au sein de la société. Et du coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est absolument pas important dans nos institutions. Moi, j'habite pas en France, mais là où j'habite, c'est un peu pareil. Et ça me désole, en fait. Et parce que j'ai l'impression, en fait, que comme c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément et qui ne peut pas forcément se mesurer, etc., comme on a parlé depuis pas mal de temps, ben, ça n'importe pas, en fait. Donc, je ne sais pas. Mais vous parliez de pardon avant. Mais j'ai l'impression que c'est une notion qui est assez absente, en fait, par exemple, du gouvernement, des institutions aussi. Après, chacun a sa conception du pardon, etc., de par son vécu, de par son histoire, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si ce que je dis c'est clair, mais Bah oui, on se rejoint sur, du coup, bah, ça revient aux psychologues, mais pas que à eux. Par exemple, toute la profession qu'on appelle des soignants, elle a sur tout ses à épaules fait. aujourd'hui la responsabilité de définir qu'est-ce que c'est le minimum qu'on exige de soins à l'autre. Et c'est là où on se retrouve dans cette situation totalement insolite, où vous avez des ministères de la santé qui ont franchi le pas et ça y est, ils ne s'en cachent plus. La santé des gens n'est pas leur problème. Leur problème, c'est Mais des politiques de traitement des gens obligatoires. Écoutez, là, pardon, je profite un peu du micro, mais quand vous avez une, une université de psychologues, hein, je parle de mon UFR, qui ne moufte pas, qui donc considère qu'il y a une nouvelle loi du silence qui doit être respectée par rapport au fait qu'il est acceptable dorénavant que des gens qui refusent de se faire traiter par un produit qui est quand même douteux au minimum, dont on ne discute pas, bref, dans un contexte quand même extrêmement douteux, ben, on considère que ça serait normal que des gens qui refusent cette injection soient suspendus de leur salaire, et voient leur salaire supprimé et se voient interdits d'aller travailler. Et quand vous avez que cette chose-là, on n'en parle pas dans une fac de psycho, pour moi, il y a exactement ce problème du dérapage total d'une communauté qui est là pour être un peu sentinelle, éclairée. Hein, les universitaires, ils sont payés à apprendre et à étudier toute leur vie. Hein. Sur le dos du collectif, et ben, ces gens-là, vous les voyez qui ne réagissent pas, ou alors il faut trouver des gens style Madame Dupont ou Monsieur Desmet ou Madame Billeran, qui ne sont pas des académiques. Enfin, si, Desmet, c'en est un, mais apparemment, il a du mal à. Enfin, il est quand même un peu malmené. Ben, vous voyez cette omerta. Là, moi, je me dis que un cours d'épistémologie qui dit la psychologie, c'est fondamentalement revenir sur la question de est-ce que l'autre, c'est un animal à domestiquer ou bien est-ce que c'est un animal qui a le sens du sacré? Moi, je reviens à ce choix fondamental. Faites vos choix, quoi. Et un non-choix est aussi une position dont on pourra éventuellement avoir à s'expliquer. Au final. La réponse par défaut du discours universitaire qui continue comme si de rien n'était, c'est l'animal est donc un être à domestiquer. C'est-à-dire qu'on doit obéir à des règles, qu'on ne discute pas. oui, Et vous avez la le vision du zèle. troupeau. Donc, ouais, le cours d'épistémo, là, c'est à la limite, on n'en est plus à défendre la vérité d'un discours scientifique. Hein. La noblesse d'un discours scientifique, on en est, pour moi, à défendre une attaque caractérisée qui prend les gens complètement au dépourvu. Et les psychologues,
leur travail, ça va être de mettre des mots là-dessus, de rompre la loi du silence et d'appeler. C'est pour ça que je suis content pour ceux qui ont pu regarder la vidéo de Marie-Estelle Dupont, parce qu'à la fin de son intervention, elle insiste sur le renversement des valeurs, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez des politiques qui supposent que pour qu'elles se mettent en place, on renonce à nos valeurs. Alors que le fondement de la politique, c'est que la politique, elle est supposée pour servir des valeurs communes. Et donc, vous voyez, on n'est plus sur un problème de science, on est sur un problème d'éthique. Et là, encore une fois, ça ramène, il y a deux choix. Hein. Il y a le choix que j'appelle transhumaniste pour aller vite, qui est aussi le choix totalitaire, où le psychologue trouve sa place dans la société à être un gardien spécialisé de ce qu'on pourrait appeler la santé mentale, parce que la santé mentale, elle est évidemment définie comme étant une normalité. Hein. Il n'y a qu'à voir le contrôle social en Chine. La santé mentale, c'est ce qui vous permet d'avoir des bons points quand vous êtes surveillé à la mode chinoise, en tant que citoyen. Et du coup, dès que vous êtes déviant, vous êtes un malade mental. Vous voyez, c'est dangereux. Ça, la notion de santé mentale me semble extrêmement dangereuse. Suite aux travaux de Canguilhem qui affirme contre une autorité déjà un peu, je dirais, autoritaire comme ça, à une autorité qui décide à la place des autres c'est quoi leur santé, Canguilhem disait la santé, les normes de santé appartiennent à chaque être vivant. Chacun a ses propres normes de santé, au final. Bon, je me permets d'intervenir parce que je suis malade depuis X années. Et quand vous dites ça, mais ça fait longtemps qu'en médecine, il y a un problème. Parce que je veux un médicament qu'on m'a déjà donné, qui m'a fait du bien. Mon médecin traitant a décidé que c'était non maintenant. Voilà. Donc, je ne peux rien faire à part prendre d'autres trucs qui ne me font pas du tout effet, qui en plus me déclenchent des crises d'asthme. Donc, du coup, j'ai tout abandonné et je souffre tous les jours. Et c'est un médecin traitant qui dit non, ce médicament, il ne vous faut pas. Alors que ça me soignait très bien et je l'ai eu pendant 10 ans. Et il y a plein de traitements comme ça qu'on a retirés au fur et à mesure des années pour soi-disant faire de l'économie, de la sécu et tout. Et on nous balance des trucs, les laboratoires nous balancent des choses qui nous rendent 10 fois plus malades. Là, vous allez dans la pente complotiste. Moi, je veux bien y aller. Hein. Pour moi, si vous voulez, c'est clair. L'interprétation qui est la mienne, c'est que… Je parle juste d'un vécu. Hein. Je parle juste d'un vécu. Hein. Je ne mets même pas de jugement. Je mets ce que moi, je vis. Aujourd'hui, la transformation du tout économique fait que vous avez des puissances financières qui sont comparables en puissance à des États, qui sont des puissances à intérêt privé, lucratif. Et donc, pour moi, je me mets à la place simplement des gens qui sont dans ces positions-là et qui ont l'éthique de profiter. Si vous arrivez à démontrer que toute la planète, elle est malade, enfin, toute l'humanité est malade et que ça, c'est l'état de nature et que donc, à partir de là, il y a les organismes de santé qui sont là pour pallier cette maladie de nature, c'est bon, vous avez une rente à vie, quoi. Vous avez une rente à vie pour votre industrie. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir des dérives politiques et idéologiques qui font que finalement, on finit par faire l'expérience qu'on est nous-mêmes traités comme si on était des animaux d'élevage. Bien sûr. Donc là, on est en plein dans cette nécessité de résistance
à laquelle on n'a pas été préparé et qui n'est pas très non plus commode à la fac, parce que la fac est frileuse pour prendre comme responsabilité qu'il y a une résistance intellectuelle qui peut être travaillée à l'intérieur de l'université. Donc, il faut se débrouiller avec les moyens du bord. On en est là. Enfin, moi, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Delphine et François, ils voulaient intervenir. Delphine? Oui, j'avais une question sur votre appréhension du principe, si j'ai bien compris, du principe dialogique d'Edgar Morin par rapport à la présentation de raisonnement logique que vous nous avez fait à travers les tables de vérité, etc. Et voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Par rapport à Edgar Morin? Au principe dialogique qu'il pose sur le fait, si j'ai bien compris, parce que j'ai un tout petit niveau, donc mes premières lectures, sur le fait d'intégrer à la fois dans la pensée complexe une chose et son contraire. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec Edgar Morin à cet égard. Autant je suis tout à fait d'accord avec, enfin je respecte, je suis admiratif de la hauteur de vue énorme qui est la sienne pour ce que j'ai pu lire. Et mais alors, c'est comme ces auteurs, ces grands auteurs, comme par exemple, je pourrais citer Lacan. Tout à l'heure, je parlais de Lacan, je peux aussi parler de Michel Foucault. Tous ces auteurs qui produisent un discours sans dire au départ c'est quoi qui fait que ce que je dis est vrai. Quand vous prenez Morin, moi, j'ai jamais lu Morin en train de dire, de commencer un bouquin ou un chapitre en disant la valeur de mon propre discours, vous pouvez l'évaluer en utilisant les règles du jeu que je propose. Donc, à partir du moment où on commence à jouer avec la vérité dans un discours d'autorité comme ça, et où on finit par, un peu comme Hegel aussi, Popper reproche à Hegel, en s'appuyant sur Schopenhauer, d'être un charlatan. C'est-à-dire que quand vous avez une autorité cognitive qui peut vous dire, qui défendrait vrai, on peut dire une chose et son contraire, moi je me sens pas à l'aise. Après, ça ne veut pas dire qu'il faille tout simplifier, bien entendu, ni nier la complexité des objets auxquels on peut être amené à penser. De toute façon, si on va jusqu'au bout, dans la philosophie bouddhiste, il n'y a pas d'objet en soi. Et donc, on peut construire une carte des choses cognitives qui soit la plus compliquée possible, évidemment. Mais je n'ai pas vu que l'approche de Morin ait produit des effets positifs ni dans le champ de la technique, ni dans le champ on peut dire, de l'anthropologie culturelle, quoi. Enfin, bon. Donc, au fond, quel est l'apport concret qu'on peut retenir? Quelle est l'utilité finalement de tout ce travail immense qu'a fait Edgar Morin? Moi, je demande encore à voir, quoi. Et donc, moi, j'en resterai au bon vieux principe que plus c'est simple, mieux c'est. Que l'explication, l'intelligence scientifique, elle vient de la simplicité des explications, mais pas de l'obscur, pas de la disparition de la vérité. Non, mais là, c'est le rasoir d'Occam. C'est quand même deux choses différentes. L'utilisation du rasoir d'Occam de ce que j'ai compris, Morin ne rejette pas du tout. Et le fait d'essayer, en fait, on peut prendre aussi, moi je rapprocherais ça de Václavic, des changements de niveau 2, c'est-à-dire de prendre un recul qui fait que la question c'est est-ce que l'opposition que je vois n'est pas juste une apparente opposition, parce qu'en fait je suis en train de justement mesurer, par exemple projeter sur un axe, et en fait je suis en train de voir que deux bouts d'un bâton s'opposent, mais tant que je ne vois pas le bâton, effectivement, je vois une opposition. Le jour où je vois que c'est une chose et que c'est un bâton, je ne perçois plus une opposition.
Moi, c'est comme ça que j'ai compris la pensée de Morin. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que toutes les oppositions sont à jeter. Ça ne veut pas dire que la dialogique tue la dialectique. C'est juste se poser la question de est-ce qu'on est dans le bon référentiel quand on réfléchit, quand on analyse un problème. Ouais. Et ça a beaucoup d'implications. Alors, ça a beaucoup, pour le coup, ça a beaucoup d'implications en fait en ingénierie. Là, pour le coup, moi, je le vois dans mon boulot, ça a permis de libérer, même au niveau ingénierie, une certaine créativité. Ouais. Je comprends là dans ce sens, mais moi, j'appellerais ça la capacité de changer de point de vue. C'est comme ça que j'ai compris, de perspective. Et du coup, appelons simplement que les choses, quoi. S'il n'y a pas besoin de dire un mot compliqué comme dialogique ou comme dialectique qui correspondent à un effet de rhétorique dans le style, une fois que j'ai utilisé un mot comme ça, comme disait quelqu'un, le langage est de trop haut niveau, je ne comprends rien. Et je vous renvoie à Popper qui dit faut s'exprimer simplement dans la mesure où on peut. Là, Morin, des fois, enfin, c'est pas Morin, hein, moi je l'ai pas trop étudié, j'ai jamais discuté avec lui. J'ai beaucoup entendu les gens s'en servir, et quand je les ai entendus s'en servir, c'était pour dire finalement relativisme épistémologique, il n'y a pas de vérité, la cause, elle peut marcher dans un sens, elle peut marcher dans un autre. Enfin, vous voyez, donc, Nietzsche a été utilisé par les nazis. Hein. Donc, oui, n'importe quel discours s'expose à être détourné. C'est vrai. Mais le fait, en tout cas, de ne pas considérer qu'un point de vue initial, c'est-à-dire la manière dont on référentialise la réalité, au sens comment on construit des systèmes de détection du signal, de toute façon, c'est une évidence, comment dire, c'est bien connu dans l'histoire des sciences qu'il n'y a pas de fait brut. Et vous avez plein d'auteurs là qui convergent. Et quand on applique donc une grille de détection du signal au réel, on est dans l'arbitraire de la description. Donc on a le droit de changer de point de vue ou de référentiel. Maintenant, pour moi, si vous voulez, je me permets d'aller jusqu'au bout de cette idée. Justement, la psychologie serait féconde du point de vue expérimental, au sens que quel est le référentiel qui te permet de mettre en évidence des lois expérimentales? Au lieu de ça, vous avez un morcellement infini de la référentialisation des phénomènes psychologiques. Il n'y a aucune unité descriptive, hein, c'est chacun qui va avec sa petite lorgnette. Et dans ces pièges à signaux, qu'est-ce que vous avez? Vous avez du bruit. Et donc, force de statistiques pour essayer de modéliser là-dedans de l'information pour pouvoir l'extraire du bruit. Mais au final, vous avez qu'il y a du bruit. Il y a l'imprévisibilité. Et donc, ça veut dire que nos façons de détecter les signaux, elles ne sont pas fécondes. Voilà. Donc, trouver un référentiel tel que vous avez des signaux clairs, à ce moment-là, ça commencera. Peut-être que la psychologie commencera à rentrer dans l'étape scientifique. Pour l'instant, on en est à tâtonner avec des référentiels qui ne marchent pas. Moi, c'est mon impression générale. Oui, il y a quand même des prémices, parce que c'est pareil, moi, je rapproche la pensée de Morin de la pensée systémique, et on voit aujourd'hui émerger en psychologie cette approche un peu, qu'on qualifie d'intégrative. Alors, c'est facile, c'est pas très précis, donc tout le monde peut s'y référer, ça peut être un panier fourre-tout, mais qui essaie de... ce que moi me parle dans cette notion-là, c'est la notion de regarder pas les choses sous un seul angle, sur un seul axe, mais plusieurs, c'est-à-dire dire il y a quelque chose de l'histoire, il y a quelque chose du vécu, il y a quelque chose de la société, il y a quelque chose de la culture, il y a quelque chose du langage, qui sont qui peuvent concourir à ce qu'on observe. Et ça, moi, je trouve que c'est complètement dans les bases épistémologiques qu'a posé Morin. C'est-à-dire qu'on a le droit d'enrichir nos théories. C'est ça. Et c'est l'approche constructiviste. C'est de dire, on n'a pas forcément quelque chose qui se tient, mais c'est en essayant et en avançant et en confrontant qu'on est en train de construire quelque chose, et c'est plus en séparant
pour essayer de Oui, tout comprendre. Sauf que dans le constructivisme, il y a le remplacement de la vérité par la viabilité qu'ils appellent. Je vous renvoie à Lemoigne, par exemple. Et la viabilité, si c'est la viabilité d'une rhétorique qui va devenir contagieuse, on est en train de remplacer la recherche de la vérité par le développement d'un discours. Et je pense qu'on confond les choses alors, parce que pour moi, le problème, ce n'est pas la prolifération du discours. Il ne s'agit pas d'être content parce que les discours deviennent de plus en plus importants à tel point qu'aujourd'hui, on est dans une phase de surdiscours. Vous voyez, pour moi, un scientifique, les communautés scientifiques, au lieu de publier 10 articles par personne et par labo, il faudrait qu'on dise à chacun, tu mets un papier ou deux tous les 5 ans, du moment que ce qu'il y a dans ton papier, c'est la décroissance du discours qui est nécessaire aujourd'hui, parce qu'on est dans un bruissement qui fait que du coup, on n'entend plus grand-chose. Et du coup, enrichir pour produire des nouveaux discours. Je vois plein de scientifiques qui sont contents parce qu'ils vont pouvoir avoir des nouvelles questions, ils vont pouvoir à nouveau écrire plein de trucs, ils vont pouvoir produire encore plus de discours. Mais pour moi, il y a une sorte d'inflation, quoi. Moi, je reviendrai, au début, je n'étais pas du tout utilitariste, mais là, je reviendrai aujourd'hui il faut que la psychologie soit utile, aujourd'hui. Donc, peu de discours et beaucoup d'efficacité. Voilà ce qu'il nous faut. Plutôt que voilà, de la chantilly qui mousse. Ça serait mon intuition, hein, je vous parle de mon intuition, là. Et du coup, la complexité, pour moi, c'est une machine à discours qui est bien huilée, ouais. Après, si elle est efficace, si elle est là, respect. Pour les ergonomes, notamment, je vois bien. Hein. François, il a levé la main. Oui, c'était juste une réflexion que peut-être on pourra discuter un jour, mais plutôt que de considérer la psychologie comme une science, est-ce qu'il ne serait pas peut-être plus pratique, en tout cas en termes de compréhension, de la considérer comme un art, à l'instar de la médecine d'ailleurs, ce qui nous laisserait des champs peut-être un petit peu plus larges et avec en évitant justement ces travers de la science, quoi. Mais c'est la question de la valeur de la science et de la valeur de l'art pour la société. Voilà. En tout cas, moi, je serais pour défendre fermement, comme Françoise Parot, qui est aussi une historienne et de la psychologie. Puis, je pense, du coup, elle a un regard aussi épistémologique. Elle a fait un bouquin qui s'appelle la psychologie française dans l'impasse. Et en 2017, un truc comme ça. Et avant de prendre sa retraite ou juste après. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que elle défend évidemment le travail des psychologues de terrain, et notamment les cliniciens. Et que cette expertise, cette expérience, au sens de l'artisanat, vous voyez, ce n'est pas l'art pour produire des œuvres d'art, c'est pas cet art-là. Connaissance et le savoir-faire. Hein? C'est connaissance et savoir-faire. Voilà. C'est le savoir qui vient de l'expérience, qui fait qu'on a du flair, qu'on a une intuition qui s'est développée, et qui est que il n'y a pas forcément une grande clarté scientifique par rapport à qui fonde tout ça. Et il y a que la psychologie, du coup, ça s'apprend par compagnonnage, au sens je suis l'apprenti de quelqu'un que je regarde faire. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est complètement, qui n'est pas du tout honoré par la formation universitaire des psychologues. Exactement.
Et du coup, moi, je vous encourage, pour ceux qui feraient l'expérience de ne pas être sélectionnés en master et qui sont intéressés par pratiquer la psychologie, de ne pas sous-estimer la valeur que peuvent avoir des formations qu'on appelle de comment ils appellent? Psychopraticiens. Psychopraticien, moi j'allais dire psychothérapeute. Ouais. Il y a des psychopraticiens, bon, l'hypnose, tout un tas d'approches qui ne sont pas forcément auxquelles on peut s'intéresser et qui ne relèvent pas d'un diplôme de psychologie. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de psychologue pour se lancer dans une pratique de psychologie. Oui, mais alors vous voyez, moi je suis sophrologue et hypnothérapeute depuis quelques années et j'ai éprouvé le besoin de faire une formation en psychologie. Pourquoi? Parce que dans toutes ces formations qu'on nous propose, donc toutes ces formations du type voilà, sophrologie, même si elle est caïcédienne, on a une approche, notamment celle des entretiens. Vous voyez, la notion d'entretien. Il faut que ça soit efficace, sans parler d'utilité, mais il faut que ça soit utile. Il faut que le travail que nous faisons soit utile à la personne qui est en demande. Donc, par exemple, la notion d'entretien motivationnel ou la notion d'entretien clinique, tout ça sont des choses… il y a des règles de l'art, justement, dedans. Il y a des choses par lesquelles on doit passer, même s'il y a du feeling, c'est clair, mais il y a des règles, il y a des qui sont éprouvées par nos pairs, justement, et quand je parle de pairs, je parle de ceux qui travaillent dans la psychologie ou dans la psychothérapie. Et il est clair qu'un savoir universitaire nous permet de faire en sorte d'utiliser ou de chapeauter plutôt des outils. La sophrologie est un outil, l'hypnothérapie est un outil, d'autres choses, la méditation et plein d'autres choses sont des outils, et que effectivement derrière, pour envelopper tout ça, pour faire une sorte de boîte à outils, eh bien, le savoir universitaire, celui que vous pouvez nous transmettre, c'est celui qui va nous permettre justement de donner une logique, légitimer nos démarches, vous voyez. Et c'est pourquoi le métier de psychologue n'est pas anodin. C'est parce qu'il nous apporte quelque chose dans la relation à l'autre et qui est fondamental. Et aujourd'hui, moi, j'apprends beaucoup de choses, par exemple, depuis que je fais mon cursus, j'apprends beaucoup de choses des choses où je me suis complètement planté quand j'exerce la sophro ou l'hypnothérapie. Vous voyez, donc, je pense que nos études universitaires, elles sont fondamentales. Maintenant, on est confronté à un problème structurel, à un problème d'organisation, à un problème peut-être de moyens, un problème mais qui ne sont pas inhérents à la matière en elle-même, la psychologie. Certes, on peut se poser des questions à savoir si c'est scientifique, pas scientifique, machin. À la limite, est-ce que c'est si important que ça? Moi, ce qui m'importe, c'est que la personne qui vient me voir dans mon cabinet, eh bien, elle se sente mieux quand elle en sort, ou en tout cas au bout d'une période. Vous voyez, et donc d'avoir la satisfaction d'avoir le travail bien fait. Vous savez, avant, moi, j'ai construit des bateaux. J'étais artisan, je construisais des bateaux en bois. Je peux vous dire que d'avoir réussi à faire un bateau qui flotte, c'est bien, ça fait plaisir. Eh bien, j'ai envie d'éprouver cette même satisfaction, et c'est ce que j'éprouve justement lorsque j'ai des patients qui reviennent me voir. Alors, quand ils reviennent me voir, je me dis, est-ce que j'ai fait une connerie? Non. Bon, la plupart du temps, c'est pas que j'ai fait une connerie, mais c'est surtout parce qu'ils ont un autre besoin qui s'est affirmé. Donc, voilà, il y a une satisfaction du travail bien fait, il y a une satisfaction de se dire, voilà, j'ai réussi quelque chose, j'ai réussi à… Donc, si vous voulez, dans le rapport à l'autre qu'on peut avoir comme praticien, psychologue ou autre, eh bien, c'est peut-être celui de se dire, on a travaillé ensemble, et puis ensemble, on a réussi à faire quelque chose. Alors, le discours de savoir si j'ai été scientifique ou pas, à la limite, je m'en fiche un petit peu.
Moi, ce qui est important, c'est de me dire, voilà, j'ai une éthique, j'ai un certain nombre de règles, peut-être de déontologie qui sont fondamentales, que je ne peux pas surpasser. Sont des règles que je dois apprendre, que je dois intégrer et qui doivent faire partie de ma vie, qui doivent faire partie de ma vie de praticien. Voilà, après, bien sûr, moi, dans l'épistémologie, je trouve ça passionnant, mais moi, ce qui m'importe, c'est mon patient. Vous voyez, c'est in fine mon patient. Voilà, c'est ce que je voulais juste ajouter. Ouais, oui, c'est ça. C'est-à-dire, ouais, moi, ouais. Comment on peut dire ça, ainsi soit-il. Ainsi soit-il, voilà. Si ça pouvait être le cas, ce serait bien. Hein. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il faut prendre un petit peu de distance par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. On sait très bien qu'on a un système qui est très imparfait, système universitaire qui est très imparfait, mais il nous apporte quand même des choses. Mais il est bon pour nous aussi. Et il est bon, in fine, pour les personnes qu'on va rencontrer. On sait que quand on fait un cursus de psychologie, bah oui, il y aura de la sélection à un moment donné, peut-être même comment dirais-je, au master. Bah oui, alors il y en a peut-être que 10% qui auront leur master, mais après, si on s'accroche, ben, peut-être qu'on peut aller voir dans une autre université. Là, moi, vous voyez, je passe de Tours à Toulouse pour des tas de raisons. C'est un autre point de vue, c'est une autre façon de penser. Et c'est ça qui est enrichissant, justement. C'est peut-être, alors je perds une année ou deux, peut-être, je verrai, mais ou j'espère pas en tout cas, parce que j'en ai besoin de mon master, mais voilà. Aller à Jacques Terrestre, la vie, elle est faite comme ça. Il ne faut pas peut-être vouloir tout bouleverser à un moment donné. Il faut prendre ce qu'on a et essayer le meilleur d'eux et faire en sorte que ça fleurisse, que ça s'épanouisse. Aujourd'hui, c'est vrai que la situation elle est compliquée pour beaucoup de gens, mais finalement, on n'est peut-être pas si mal que ça, quoi, quand même, dans nos vies. On mange tous les jours, on a un toit, quand tout va bien. C'est pas mal déjà, quand même. Hein. On peut passer une après-midi à parler. Oui, exactement. On a une sacrée chance quand même. Hein. Et en plus, à travers un système électronique. Donc, moi, je me dis quand même, pas mal. Ouais, on peut regarder le verre à moitié plein, bien entendu. Et du coup, moi, j'aurais tendance à conclure là-dessus, c'est-à-dire que cette vigilance réflexive, critique qu'on peut avoir par rapport à sa pratique, qui nous donne le goût de l'élaboration, de la mise en mots et de la collectivisation quand même de notre expérience, quoi. C'est mieux que des psychologues qui fonctionnent en respectant simplement la conformité à des procédures pour produire un discours sur l'autre en toute bonne conscience, quoi. Voilà. Oui, voilà. Après, ça, c'est justement la perversion du système où peut-être à un certain moment, on veut aller trop loin, quoi. Je veux dire, et puis, on veut surtout s'auto-enrichir et s'auto-entretenir de façon à justifier aussi peut-être son poste. À qui profite le crime, en fait? C'est ça la question qui peut peut-être se poser. C'est comme ça que les observateurs de ce qui se passe plus largement posent le problème, hein, effectivement. Voilà, bon, après j'ai passé une après-midi très agréable avec vous. C'était intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ces paroles, parce que ça met un peu du baume au cœur quand même, l'université qui vous apporte quelque chose à travers en particulier si ces échanges et puis la réflexion qui est la mienne peuvent trouver un certain sens pour votre propre cheminement, et bien, j'en suis fort heureux. Oui, c'était le but justement, je pense, de ce regroupement aujourd'hui aussi, quoi, hein.
Bien sûr qu'il y a l'aspect examen, mais il y a aussi l'aspect échange qui est fondamental, qui nous permet d'aller un petit peu plus loin. Peut-être que ce soir, quand on va se coucher dans notre lit, on va réfléchir un petit peu à tout ça et puis ça nous fera avancer. Et on verra bien. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, donc s'il y en a, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui veulent intervenir, sinon, à votre disposition, si vous voulez qu'on se refasse une petite discussion. Je vois qu'il y a eu plein de chats que je n'ai pas eu le temps de lire. Bon, mais je vais essayer de mettre aussi les fichiers là qui soient visibles pour les gens qui n'ont pas pu suivre. J'espère que je n'aurai pas dit trop de bêtises. Et voilà. Monsieur, je vais vous embêter, mais je pense qu'il serait bien de mettre sur le forum ou sur Iris, de faire l'explication de la table de vérité, on va dire, de la décortiquer pour que les gens la comprennent. S'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas compris. Même si j'ai vu tous les scouts qui se rapportent à cette UE, là, je regardais dans le chat, il y en a beaucoup qui redemandent. Et sur les groupes Messenger et tout ça, il y en a beaucoup qui demandent si on peut avoir voilà, la décortiquer pour qu'on puisse… Attendez, ouais. Faut Si vous écouter avez les 2 secondes. Je rebondis sur ce que dit Angélique. Oh putain. Pardon? Oui, excusez-moi, j'étais en train de râler parce que je n'arrive pas à vous mettre le bon fichier Ah, d'accord. en partage. J'aimerais bien arriver à le partager, le fichier où il y a la table de vérité là. Donc, je me mets là, écran partagé, elle est là. C'est ça que vous voulez que je vous explique? Moi, je pense qu'on a plus ou moins compris la table de vérité, mais je pense que là, on avait un peu plus de difficultés. C'était peut-être à la page 24, je crois que c'était Héloïse qui en parlait avant, quand vous disiez, avec les mêmes notations, écrivez le raisonnement confirmatoire, etc. Donc, c'était passé, donc, du coup, à l'exercice E1, vous savez, à la page 24. Donc, A, le traitement soulage l'anxiété, etc. Blabla. F, le score de Paul diminue après le traitement. Et là, du coup, je pense que c'est ça plutôt peut-être la difficulté de transposer tout ça sous forme de table de vérité. Et le corrigé que j'ai mis ici, là, ça ne vous va pas? Alors, attendez, corriger. Donc, parce que là, en fait, du coup, il y a deux possibilités pour chaque, pour chaque prémisse, on va dire. Donc, pour A, donc le traitement soulage l'anxiété, donc ça peut être 0 ou 1, donc ça peut être faux ou vrai, et ainsi de suite. Et donc, en fait, il faut transposer ça autant de fois que nécessaire, sachant qu'il y a… C'est ça? Je m'égare. Ouais, à mon avis, vous compliquez un peu pour… Enfin, j'aurais tendance à dire, d'abord, rassurez-vous, je vais pas vous… au niveau de l'examen, je ne vous ai pas mis des questions de ce genre. Hein. Ouais, non, mais j'imagine, mais en tout cas, pour moi, à titre personnel, ce n'est pas une question d'examen, c'est surtout une question de comprendre. Parce que Donc, moi, l'examen, si finalement je le réussis, j'ai une bonne note, tant mieux, mais je ne veux pas réussir non plus un examen en ne l'ayant pas compris. Je ne veux pas réussir un examen en ayant coché au pif. Et puis il y a le facteur chance, sincèrement. Enfin, je pense que mes camarades sont dans cette optique-là aussi, parce que finalement, ça va nous porter préjudice après, quoi. Donc, bon, je reprends là rapidement. Ah, mince. Le E1, est-ce que vous êtes d'accord avec son corrigé? Donc, corrigé, on affirme une implication, on affirme la conséquence de l'implication et on en déduit sa prémisse. Et ayant déduit cette prémisse, on a déduit une partie de cette prémisse qui était la phrase « A, le traitement soulage l'anxiété ». Eh bien, ce raisonnement, il n'est pas valide, parce qu'on ne peut pas déduire la prémisse de l'implication et de sa conséquence. Vous voyez là, monsieur, je vais me faire stupide, hein, mais
pour moi, bon, j'ai écouté vos vidéos, ce qui m'a permis de comprendre. Parce que moi, quand vous mettiez A égale avec une flèche et B, quand j'ai lu le cours en papier, je ne savais pas ce que c'était. Ah, c'est implique. Oui, ben, en écoutant votre cours, du coup, je l'ai su. Et je pense que c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est les parenthèses, les machins. Il faudrait faire la phrase telle qu'elle est avec les parenthèses, A et B et 3 petits points et E entre parenthèses. Après, je ne sais plus comment s'appellent les autres parenthèses. C'est de marquer verbalement, en fin de compte, comment se lit cette phrase. Et je pense que ça aiderait beaucoup de personnes. Bah, il suffit de… Ouais. Merci Angélique. Là… Moi, oui, pardon. Moi, j'ai regardé vos vidéos sur YouTube, monsieur Vautier, qui m'ont énormément éclairé et aidé, je dois dire. Parce que la première fois que j'ai lu ce cours, j'ai absolument rien compris. Et c'est vrai qu'en visionnant vos vidéos, ça devient quand même beaucoup, ça parle plus. Hein, parce que c'est vrai que derrière un polycopier, on a plus de mal. Mais oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Angélique, oui. Je pense que c'est plus ça, mais moi, je pense que c'était plus en fait dans… C'est que si je remplace dans le corrigé A, B, etc. par les phrases, ça devient un truc qui est juste illisible. En tout cas, le grand A en gras, le mettre autrement pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude et mettre X. Là, je n'ai pas mis grand A en gras. Hein. Ouais. Ah bon? Non, vous ne l'avez pas mis en gras, c'est ça en fait. Parce que moi, je comprends en fait que grand A, c'est du coup, on va dire, l'ensemble d'arrivée en fait. C'est ça? Le grand A, c'est A et B et C et E. Vous auriez dû mettre X. On est d'accord que dans cet exemple, par exemple, on part d'une hypothèse de départ pour arriver à un ensemble d'arrivées, c'est ça? Je me répète un peu. Non, pour arriver à une conclusion. Pardon, pour arriver à une conclusion. On a une prémisse qui est A et B et C et E pour arriver à la conclusion. Voilà, disons F, d'accord, voilà, c'est ça. Mais cette grande prémisse, je l'appelle grand A gras. Et donc, de A à E, c'est ce qu'on appelle grand A gras. Gras, c'est ça. Ok, donc ça, j'ai compris. Donc, on a grand A gras implique F. C'est ça. Ok. Vrai. Mais je pense que ce que vous disiez avant, donc je ne sais plus qui en parlait justement, donc à un moment donné où il faut… Parce que dans le cours, ce n'est pas en gras en fin de compte. Ben non. Ouais, voilà. Dans le cours, elle est écrite entre parenthèses. C'est ça. Et alors, attends. Peut-être que je me perds. Okay. Vous voyez, au lieu d'écrire grand A gras, j'ai écrit entre parenthèses A et B et etc. jusqu'à E. Ouais. Implique F et F. Implique cette prémisse A et B, etc. jusqu'à E. Et que du coup, comme on a A et B, etc. vrai, du coup, on a A vrai. Bon. D'accord. Donc ça, c'est le raisonnement confirmatoire. Et, et la faille, elle est que vous ne pouvez pas affirmer la prémisse en vous basant sur l'implication et sa conclusion. Maintenant, je vous montre page, si vous voulez, je prends le temps. Je vais sur la page où j'ai mis la table de vérité de l'implication logique. Page 15. Ici. Et maintenant, regardez, faites l'exercice. Je ne peux pas vous montrer parce que là, pour le coup, je n'ai pas la technique, mais bon, vous prenez A implique B, vrai. Donc, vous rayez la ligne 3. D'accord? Puisque A implique B est vrai, la ligne numéro 3, vous la rayez. D'accord? De vos calculs. Maintenant, vous acceptez B vrai. Donc, vous avez les lignes 2 et 4 qui sont possibles. Vous pouvez rayer la première ligne. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et du coup, quand vous avez là, on a fini de tirer, d'exploiter l'information qu'on a, et donc on a bien qu'il y a deux possibilités, soit A est vrai, soit A est fausse. Ouais. Voilà.
Donc, quand vous avez A implique B vrai et B vrai, eh ben, vous avez que ça implique A ou non A. Et vous n'avez pas que ça implique A. Parce que si vous dites que ça implique A, vous êtes en train de négliger la ligne numéro 2. Non A, d'accord. Ouais. Manon, je vous vois avec un air interrogatif. Je recommence. Oui, moi, je ne comprends pas cette faille, en fait. Là, je comprends la deuxième Je ligne. recommence. A implique B, vrai. Quelles sont les possibilités logiques? Ligne numéro 1, on l'accepte, puisqu'il y a un 1 dans la colonne A implique B. Ligne numéro 2, on l'accepte. Ligne numéro 3, on l'accepte. On la rejette, puisqu'on a dit A implique B vrai. Ligne numéro 4, on l'accepte. Donc, par élimination, on a viré la 3. Maintenant, on accepte B vrai. Donc, ligne numéro 1, on la jette. Ligne numéro 2, on la garde. Ligne numéro 3, on l'a déjà supprimée. Ligne numéro 4, on la garde. Donc, quand vous avez vrai A implique B d'une part et d'autre part B, vous avez quoi comme information concernant la vérité de A? Vous pouvez répéter la question, monsieur Soit elle est Gauthier? fausse, soit elle est vraie. Voilà, une fois que vous avez éliminé vos possibilités, les possibilités logiques, Donc la 1 et la 3. voilà, il vous reste la 2 et la 4, qui signifie que soit A est faux, avec ce qu'on sait, soit A est vrai. Oui. Donc, quand vous avez A implique B et B, vous n'avez rien appris sur la vérité de A. Ah, ça y est, j'ai compris. Ah, je ne suis pas sûre. Hein. Je crois que j'ai presque compris. Je suis perdue. Qui est perdu, Angélique, d'accord. Bon. Alors, pas grave, au pire, j'ai chercher dans les. Alors, en fait, moi, à la deuxième ligne, je comprends que A est fausse et que B est vrai. Donc, la conclusion peut être A implique B parce que le fait que B soit vrai n'implique pas le fait que A soit vrai. Et dans la quatrième ligne… Le fait que B soit vrai et A implique B vrai. Mais dans ma tête, pour que je vois ce que c'est le 0 et le 1, en fin de compte. Oui, 0 et 1, ça veut dire vrai ou faux. C'est ça. D'accord. 0, c'est vrai et 1, c'est faux. Non. Non, c'est le contraire. 0, c'est faux et 1, c'est vrai, c'est ça. Hein, moi, c'est ça que j'ai compris. 0, c'est faux. Alors, moi, ce qui a fait la différence, c'est quand vous avez dit on n'a rien appris sur la vérité de A. Voilà. Oui, c'est ça. C'est vous ça. pouvez reprendre sur ça. C'est ça le terme différent, en fait. C'est-à-dire, en fait, si on part du principe qu'on est dans une implication, trompez-moi, dites-moi si je me trompe. En fait, le but de cette phrase, ça doit nous apprendre quelque chose sur A, en fait. Si ça ne nous apprend rien sur A, c'est que on ne peut pas dire que c'est vrai. Est-ce que peut-être vous auriez une phrase qui peut illustrer la table de vérité? Ah oui, par exemple, s'il pleut, alors la route est mouillée. Voilà, la pluie. D'accord, La pluie, la route, voilà. Quand il pleut, je prends mon parapluie. Non, Moi, mais en disant concrètement qu'est-ce qui est A, qu'est-ce qui est B et qu'est-ce qui est A et B. Est-ce que là, si vous dites quand il pleut, je prends quand il pleut, la route est mouillée? Oui, ouais, pardon. Linda, Merci, Linda. A, il pleut. B, la route est mouillée. A implique B, c'est s'il pleut, la route est mouillée. S'il pleut, virgule, alors la route est mouillée. Bien, il pleut implique la route est mouillée. C'est pareil. Allez pas si vite, s'il vous plaît, je suis dysgraphique. S'il pleut, alors la route est mouillée. 2 points, c'est une manière de dire A implique B. D'accord. Ou bien, il pleut implique la route est mouillée. Et c'est une manière aussi de dire que la route est mouillée parce qu'il a plu. Non, 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 non. Non?
Non, Mais non. c'est ça après qu'on peut aussi, du coup, Parce que ça met de coup, la rejeter. causalité. Ne C'est ça, non? confondons pas l'implication logique avec la causalité, parce que la causalité, ça peut se superposer à l'implication, et donc on peut tester des raisonnements causaux, mais d'abord, il faut comprendre déjà l'implication. Donc, si je vous dis vrai, s'il pleut, la route est mouillée, tout le monde est d'accord? Oui. Bon, on exclut qu'on est sous un pont. S'il pleut, la route est mouillée, vrai. Donc, on retient les lignes 1, 2 et 4. 1, 2, oui, tout à fait. Mhm. Bon, maintenant, je vous dis, la route est mouillée, vrai. Donc, Ligne 2 et 4. Mais ça peut impliquer non A. Mais d'abord, soyez méthodique, dites les lignes qu'on peut garder et celles qu'on peut supprimer. La route est mouillée, Alors, vrai. la route est mouillée, vrai. Alors, pour moi, on peut garder la 1. La ligne 2. 1, je ne peux pas la garder. 2 et Non, 4. la 2 et la 4, ouais. Voilà, donc, donc maintenant que je sais que tout ce que je sais, s'il pleut, la route est mouillée d'une part, d'autre part, la route est mouillée. Étant donné tout ce que je sais, je vois que j'ai deux possibilités. Soit A est vrai, soit A est fausse. Ligne 4, soit A est fausse, ligne 2. Pardon? Alors, vous pouvez Soit répéter, A est c'est vrai, navré. ligne 4, Oui, ok, c'est soit A est ça. fausse, ligne 2. Exactement. Voilà, donc J'ai c'est pas… compris. Du coup, du fait que la route soit mouillée et que s'il pleut, la route soit mouillée, on ne peut pas déduire qu'il pleut. Exactement. D'accord. Et quand vous prenez la bonne vieille interprétation causale, qui dit que s'il y a une cause, il y a un effet, donc ça marche comme avec l'implication, ben, il peut y avoir que quelqu'un a rempli une casserole d'eau et l'a jetée sur la route. Oui, mais c'est ça qui m'a confondu en fait, c'est ça. C'était plus parce que je pensais en termes de causalité, tout à fait. Donc maintenant, revenez à… Excusez-moi, juste une petite question pour comprendre la première colonne. Est-ce que vous pouvez remettre la petite table, s'il vous plaît? Ouais. Automatiquement, pour A, on a 0, 0, 1, 1. Mais pour B, on a 0, 1, 0, 1. En fait, moi, ce que j'ai compris, la logique, quand vous l'expliquez avec s'il pleut, la route est mouillée, mais par contre, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a 1 dans la ligne 2. Eh bien, s'il pleut, la route est mouillée, vous êtes d'accord? Je reprends tous les cas. S'il ne pleut pas et que la route n'est pas mouillée, ça ne falsifie pas que s'il pleut, la route est mouillée. Oui. Donc, première ligne, OK. D'accord. Deuxième ligne, s'il ne pleut pas et que la route est mouillée, ça ne falsifie toujours pas. S'il pleut, la route est mouillée. Ah, ok, je vois. Par contre, s'il pleut et que la route est sèche, ça falsifie s'il pleut, alors la route est mouillée. D'accord. Ligne 3 et la ligne 4, bah, s'il pleut, il pleut et la route est mouillée, il ne falsifie pas. Là, s'il pleut, la route est mouillée. Oui, d'accord. Donc, quand je dis ne falsifie pas, vous pouvez remplacer par vérifie. D'accord. Donc, cette définition, elle n'est pas très intuitive, notamment la première ligne, mais il se trouve que voilà, ça c'est le levier de base. Alors maintenant, quand même, pour que vous ayez la Attendez, vision… monsieur, il y a une question par Pauline dans le chat qui dit « Est-ce que vous pourriez réexpliquer la différence entre implique et ». Bah, la table de vérité du « et », si on l'a fait, ben, au lieu d'écrire A implique B, on écrira A et B, et seule la ligne numéro 4 sera à 1 pour A et B. Les autres lignes, la 1, la 2, la 3, elles seront à 0 pour A et B. Confère l'article que j'ai mis sur mon blog, la rudiment de logique. Effectivement, dans un contexte favorable, vous auriez du bagage qui vous viendrait de L1 et L2. Voilà. Et du coup, si vous me permettez, pour boucler le truc, quand vous prenez les raisonnements que j'ai mis, alors ils sont où? Ils sont là. En fait, grâce à cette implication logique, vous n'avez que deux façons de raisonner qui est sûre du point de vue logique. Vous avez que, étant donné la prémisse implique la conclusion et la prémisse
vraie, vous pouvez être sûr que la conclusion est vraie. Et donc ça, c'est pour faire de la prédiction. Je sais que prémisse implique conclusion, et d'une part, et d'autre part, ma prémisse est vraie. Bah alors, ma conclusion est vraie aussi. Et d'autre part, ça c'est pour faire de la falsification. Si je sais que ma prémisse implique ma conclusion vraie et que la conclusion est fausse, bah, je sais que ma prémisse est fausse. Là est le fondement du raisonnement hypothético-déductif. Comment je fais pour tester une hypothèse? Eh ben, je sais que si mon hypothèse implique ma conclusion et que ma conclusion est fausse, ben, mon hypothèse est fausse. Et si vous faites la table de vérité de toute cette implication, vous vous apercevrez que cette implication est vraie, quelle que soit la valeur de vérité des composantes. C'est ça qu'on appelle une tautologie. Et du coup, un raisonnement scientifique, c'est un raisonnement tautologique. Au sens où on est très puriste. Parce qu'après, on peut accepter évidemment qu'il y ait des raisonnements dits inductifs, c'est-à-dire qu'on généralise à partir de quelques exemples. 10 000 signes sont blancs, donc tous les signes sont blancs. C'est difficile de s'empêcher de tirer la conclusion, mais on sait qu'elle n'est pas logique et qu'en même temps, on ne peut pas s'en passer parce que l'apprentissage, ça marche comme ça. On régularise à partir de certaines, on généralise à partir de certaines régularités. Mais ce n'est pas avec le raisonnement inductif qu'on teste des théories. Voilà. Et puis voilà, du coup, ça c'est pour la partie, comment dire, c'est quoi un discours scientifique? C'est un discours qui respecte ces petites choses. Et que la connaissance, elle ne se réduit pas à la connaissance scientifique. Il y a la connaissance du praticien, évidemment. Bon. Ben je vais peut-être m'en tenir là, en vous souhaitant une bonne soirée. Et puis, c'était très intéressant aussi pour moi de vous rencontrer, de vous entendre. Pardon si j'ai été trop bavard, comme d'habitude, je suis un peu bavard. Moi, je voulais vous dire un grand merci pour prendre le temps avec nous, que ce soit sur le forum, de répondre vraiment à toutes les questions de tout le monde, que ce soit ici, d'avoir passé 1 heure de plus avec nous et de proposer en plus des regroupements supplémentaires. C'est vraiment quelque chose, je pense que tout le monde l'apprécie parce que ce n'est pas du tout le cas pour tous les profs, malheureusement. Et on se sent un peu moins seul en étant à distance et on se sent plus accompagné et plus aidé, même si votre cours n'est pas le plus évident à comprendre. C'est quand même très intéressant et je pense que c'est vraiment admirable le temps que vous passez avec nous. Je trouve que c'est vraiment très gentil. Je voulais vous dire un grand merci. Voilà. Ah ben, avec plaisir. Merci de votre bienveillance envers nous. Bon courage et puis alors à plus alors. Merci. Sur le forum, quand est-ce que vous voulez bien refaire un Zoom avec nous? Ouais, tout le monde sera d'accord. Au revoir, Monsieur Vautier, merci. Au revoir, merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, au revoir.